Bienvenue dans ce nouvel épisode de la remise en état de la 4L Proto. Si vous êtes un peu perdu et que vous comprenez pas pourquoi elle est toute démontée déjà, eh bien je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Et aujourd'hui il y a encore beaucoup de choses à faire pour la remettre en route et surtout l'adapter à la nouvelle discipline, à savoir rouler sur circuit et non plus sur de la terre. Donc c'est parti, il y a plein de choses à faire, on attaque directement. On va directement commencer par passer sous la 4L pour s'occuper un petit peu du train arrière. Vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, j'ai fait des tirants. D'origine c'est simplement les bras là sur le côté qui sont fixés aux barres de torsion juste là. Et donc pour être un peu plus efficace et avoir un peu plus de possibilités de réglage et renforcer le train arrière, j'ai fabriqué cette triangulation qui se prend sur le bout des bras ici et il y a un tube qui va jusqu'à l'opposé et qui se prend ici juste autour de la barre de torsion. Mais c'est pas uniquement la barre de torsion, c'est-à-dire que ça vient en fait se poser sur le palier en fonte qui tient ensuite le bras opposé. Ce système, je vais pas vous le cacher, je l'ai un peu sorti de ma tête. J'ai jamais vu ça sur une 4L et honnêtement, ça a parfaitement fonctionné. On n'a pas pété le train arrière, il s'est pas plié comme beaucoup pensaient que ça allait le faire avec des bras en tôle. Alors juste là, on a du coup un palier avec deux boulons qui viennent prendre le cylinder block. Ça, c'est des cylinder blocks de barre stabilisatrice de Volkswagen Caddy. Bon, ça passe très proche du longeron ici et surtout les boulons là, ils ont tendance à venir un petit peu taper dans le châssis et de ce côté là peut-être un peu taper dans la barre de torsion. Normalement ça a été réglé pour que justement en débattement maximal, comme ça quand la roue est en bas, c'est au ras ici et puis après il y a un peu de débattement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû reprendre tout le système autour des barres de torsion, parce que la barre de torsion c'est en fait l'axe d'oscillation du bras. Et du coup l'autre souci aussi que j'ai eu, c'est que il fallait que les deux bras se croisent, donc j'ai fait un U sur un des bras, c'est un peu à l'arrache mais ça a pas mal fonctionné finalement. Et j'avais aussi triché en plaçant la barre du dessous le plus bas possible sur le bras et la barre du dessus là-bas le plus haut possible sur le bras. Ça a permis que ça se croise sans trop de problèmes. Par contre, seul petit défaut qu'il y a, c'est ici, au bout de 24 heures de course, on a un léger frottement qui s'est fait, tout simplement parce que en travaillant, la barre, elle vient se fléchir légèrement, et en fléchissant, elle vient frotter du coup sur l'intérieur du U ici. Donc il va falloir graboter un petit peu de matière ici, et puis réparer la barre, déjà du train arrière, histoire d'être sûr que ça puisse continuer à rouler tout en étant fiable. Et puis ça va me permettre aussi de mettre un petit coup de propre à l'arrière. Donc voilà, on commence par ça. Bon, alors, c'est pas très compliqué à défaire. Il y a les vis côté cylinder block et après il y a les vis côté bras. Ça on est good. Ok, et de 1. C'est pas cassé, là c'est pas fissuré, ça c'est bien serré. Du coup, hop, on va pouvoir défaire l'autre. Putain. On va brosser tout ça. Du coup, les deux barres, elles se croisent comme ça. Pas du tout, comme ça. Et du coup, ça frotte là et ici. Je pensais que c'était plus attaqué que ça quand même. Impeccable. Donc là on met un petit coup de peinture anti-rouille partout où c'est limite. Ok, ça on met à sécher. De toute façon c'est des pièces qui vont se recevoir des projections, ça sert à rien de faire ça nickel. Il n'y a plus qu'à laisser ça tranquille. Et du coup, on peut régler quelque chose sur la liste. Usure, triangulation, train arrière, c'est vérifié. Maintenant, on va passer au renforcement des fixations de l'amortisseur avant sur l'arceau. Là, ce qu'il va falloir que je renforce, c'est ces parties-là de l'arceau. C'est là où viennent tout simplement les têtes d'amortisseur. Et ce qui va être un petit peu gênant, c'est l'épaisseur de ces deux côtés là qui tiennent l'amortisseur. On voit ici que la tôle du fond elle fait 4 mm d'épais, donc ça c'est résistant, c'est parfait. Mais par contre sur le côté c'est trop fin. Et du coup il y a la même chose à faire des deux côtés. Et donc ces jambes de force là, il faut que je les renforce pour supporter le nouveau montage des amortisseurs, c'est-à-dire que le ressort
va être autour du corps de l'amortisseur. Ce qu'on a montré sur ce proto, c'est des amortisseurs de moto qui d'origine ont un ressort autour, donc il y a tous les filetages qu'il faut pour bien placer ça. Mais sur la 4L, j'avais décidé dans un premier temps de garder les barres de torsion et c'est ce qui a fait défaut pendant la course, ce qui nous a fait perdre du temps. Donc on change ce système là. À l'arrière, on reste avec les barres de torsion, ça a très bien fonctionné, mais à l'avant, c'est un peu plus complexe, donc on passe en combiné fileté en fait. Donc il va falloir que je double cette paroi. Je vais découper une tôle que je vais faire 1,5 cm plus petite que la forme globale, que je vais venir placer et repointer intégralement sur tout le support. Comme ça au moins ce sera renforcé de partout. Voilà l'idée, maintenant faut passer au concret. Je sors la tôle et la meuleuse et c'est parti. Les petites pattes pour renforcer l'arceau sont faites, c'est simplement de l'acier en 1,5 mm et je viens de me rendre compte que j'ai plus de gaz pour la soudure, donc ça va attendre un petit peu. Il y a évidemment plein de choses à faire encore, donc c'est pas très grave. On va retourner du coup directement sur le train arrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de rouille par-ci par-là sur le châssis qui n'avait pas forcément pu être traité avant la course parce que pas le temps. Du coup je vais démonter les amortisseurs à l'arrière, je vais aussi démonter la plaque ici pour la nettoyer, ça sera plus agréable en plus pour accéder dessous. Et puis la soudure on verra plus tard. Il y a assez de choses à faire. Alors du coup on va déjà défaire la tôle qui est juste là. Là j'ai 4 vis à défaire, dont une qui va se trouver là-bas au fond. Oh non, le seul trou qu'il y a. Ah. Là on ouvre la porte. De l'autre côté. Hop là, une tôle de moins. Bon, maintenant, les amortisseurs, je vois qu'ils sont en bon état. Ils fuient pas, ils sont à nettoyer, mais tout va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est juste les défaire du bas pour libérer la roue et pouvoir traiter un petit peu tous les points un peu sensibles à cet endroit-là. Ok, bon bah on est bon. C'est plus facile que dans mes souvenirs, donc c'est parfait. Voilà à quoi ça ressemble par dessous. Donc là on a les amortisseurs. Tout ça évidemment c'est cloisonné, on le voit pas parce qu'en plus dans les réglementations tout ce qui est amortisseur doit être cloisonné de l'habitacle. Parce qu'en fait il faut pas que pendant la course il puisse y avoir des fluides qui viennent gêner le pilote en cas de tonneau ou des choses comme ça. Donc là tout ce qu'il va falloir faire c'est nettoyer tout ça là. Enlever un petit peu la rouille, mettre un petit coup d'anti-rouille. Pareil sur les ouvertures dans les planchers là pour passer les amortisseurs. Ça c'est des choses qui ont été faites après la peinture de la caisse. Donc forcément ça rouille un peu. Puis je vais aussi passer un coup de nettoyage global sur tout. Je vous mets ça en timelapse, c'est pas forcément le plus intéressant et puis on se retrouve une fois que tout ça c'est propre. L'arrière est à peu près nettoyé, revu. Il va manquer évidemment le remontage, mais pour l'instant il y a 2-3 trucs qui sèchent. Voilà un petit peu, déjà ça va pas rouiller. J'ai commencé aussi à passer un rapide petit coup d'éponge sur les endroits un peu crado. De toute façon, à la fin, une fois que je remonterai là, je vais passer un gros coup de nettoyage nickel, que ce soit impeccable. Voilà pour ça. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de petites choses sur le toit, des petites choses qui rouillent. Parce que pour la course de 4L, on a dû installer un transpondeur et donc faire des trous dans le toit qui sont très moches. Donc, on va faire la même chose à l'intérieur, évidemment. Puis pour finir propre, on va prendre des petits bouchons comme ça en caoutchouc, des tout petits. Et normalement, ils vont aller nickel là, dans les trous. On va continuer avec ce qu'il y a sur le toit, à savoir le gros numéro là, c'est un panneau qui est obligatoire pour la course de 24 heures en 4L. Il y a 2 petits éclairages aussi sur les côtés qui permettent de venir l'éclairer. Ça fait pas vraiment voiture de piste, donc ça on va le dégager. Pour l'instant ça me plaît pas, mais peut-être qu'un jour ça me prendra et puis je le remettrai, mais pour le moment ça dégage.
Bon bah ça, on va le remiser de côté, parce qu'on sait jamais. Si un jour elle refait la course de 24 heures en 4L, ce numéro il va être important. Bon et puis c'est con, mais j'y avais pensé au fait de pouvoir l'enlever. Donc c'est des inserts filetés qui sont dans le toit. Et voilà. Et là c'est invisible. Bon évidemment il reste les deux petits feux qui s'allument quand on met les phares. Mais ça pour le coup c'est comme les petits trous du transpondeur à l'arrière, c'est discret. Et puis c'est comme ça, c'est une voiture de course qui doit respecter un règlement. Alors elle a forcément les stigmates de ce règlement. Maintenant, il va falloir s'occuper de toute cette brouette. C'est tout ce qu'on a démonté dans la vidéo de présentation de la 4L Proto. C'est tous les cloisonnements arrière de la 4L. C'est de la belle tôle, mais par contre, il n'y a aucun bord qui a été ébavuré. Il y a les pointes partout qui coupent, donc c'est un peu dangereux à manipuler. Et surtout, il y a des systèmes un peu douteux de fixation partout. Ça a été assemblé et jamais redémonté, c'est-à-dire que le cloisonnement a été fait et là, le lendemain c'était la course. Donc là, ce que je vais faire, c'est ébavurer le tout, les nettoyer parce que tout ça, ça va passer en peinture évidemment, et je vais mettre des inserts filetés partout où il me semble qu'il y en a besoin, comme ça il n'y aura pas d'histoire d'écrou contre écrou à dévisser, à tenir. Ça a été un enfer à démonter, je le savais. Paul, le pilote de la Made for All Racing Team et que vous voyez dans pas mal de vidéos qui m'aide à raboter les culasses et tout ça, c'est lui qui les a faites ces tôles parce qu'il est chaudronnier taulier formeur, et donc il m'avait prévenu, il m'avait dit là c'est monté, ça va tenir, il n'y a pas de problème, mais à démonter ça va être chiant et il faudra le reprendre. Donc là c'est le moment, il va falloir reprendre tout ça. Donc voilà, il y a du travail, la brouette est pleine évidemment, des dizaines de morceaux à faire. Donc c'est parti, je prends la meuleuse et on attaque ça. Ça ira pour ce soir, j'ai fait tout le tas de tôles que j'avais à faire. Là, toute celle-ci, c'est à peindre directement au pistolet avec une peinture bicomposante. Et tout ce tas-là, c'est des choses qui sont à passer au Karcher parce que pleines de bouillasse. Je suis très content parce que globalement, ça avance très très bien, toute cette remise en état. Donc voilà, pour cette journée, moi je vais aller me reposer un petit peu. Et puis pour vous, bah, on continue tout de suite. Nouvelle journée, c'est un grand jour parce que c'est quelque chose que j'attends depuis pas mal de temps. On va s'occuper d'élargir des jantes pour la 4L Proto. L'idée c'est de monter des pneus bien larges semi-slick, vous les avez vus à la fin de la dernière vidéo, mais voilà, j'ai récupéré des jantes qui sont en état moyen on va dire, mais chose importante, elles sont pas voilées. J'ai pris des jantes en 4 pouces de large et du coup l'idée c'est de faire des jantes qui pourraient ressembler aux jantes Fergat en 5,5 pouces de large qu'on peut retrouver sur les R5 Alpine, et ces jantes là elles sont introuvables, chères, et malheureusement il n'y en avait pas eu beaucoup, donc on va se les fabriquer. Petite subtilité quand même, c'est que ces jantes Fergat en fait, c'est pas simplement l'extérieur de la jante qui est élargi, le centre de la jante est également pas placé au même endroit. Donc on va faire des fausses jantes en 5,5 pouces de large, parce qu'en réalité elles vont plutôt faire 5 pouces de large, puisque je vais m'occuper d'élargir que l'extérieur de la jante. Voilà, donc pour ça, on s'est fabriqué un petit support, monté sur un moyeu de 4L. Là il y a le moyeu qui est toujours emboîté dans son roulement, le roulement est soudé sur un tube, tout est bien triangulé. On s'est fait après un support qui permet de régler la hauteur de coupe avec une meuleuse, et ça permet d'avoir une coupe impeccable sur une jante. On en a déjà fait une ici. Et donc le voile vient s'enlever nickel. Bon, fallait forcément que ça arrive. Je commence à vous raconter des bêtises. Là, je vais vous parler énormément de jantes, de voiles et de roues. Et évidemment, j'ai fini par tout mélanger. Donc pour que ce soit bien clair, parce que par la suite, c'est pas toujours le cas, le voile, c'est la partie centrale, la jante, c'est le tour, et la roue, eh ben, c'est l'ensemble des deux. Et du coup, on peut reprendre. Et donc le voile vient s'enlever nickel. Il est parfaitement coupé droit. Et du coup, on va pouvoir placer entre le voile extérieur et le voile intérieur un petit feuillard, et ces petits feuillards on a été les faire ce matin chez Paul. C'est pas facile à voir. C'est pas large hein, comme élargissement. Ah bah non, c'est pour ça que ça sert à rien. Tu aurais mis 5 cm. Mais ça rentre plus dans les ailes. Bah, je sais. Ouais, ça se barre en couille par exemple, mais c'est normal, tu peux pas faire mieux. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire toujours au milieu. Le rouleau il se déforme comme ça quand tu lui mets une pression. Tu regardes, ouais. T'as vu, c'est trop roulé là. Ça fait rien. Ah, c'est pas trop mal, tu vois. J'aime bien comme machine. Ouais. Par contre, faut pas te coincer le prépuce dedans.
Donc voilà le projet, on va essayer de faire ça efficacement et puis surtout que ce soit de qualité. L'idée c'est pas que la jante se dessoude quand on va être à 250 km/h avec la 4L. Globalement, toutes les jantes de 4L sont faites de la même manière et c'est d'ailleurs pour cette raison que on va pas vraiment pouvoir faire des jantes en 5,5 pouces de large facilement parce que les jantes de 4L ne sont pas assemblées par soudure de la partie centrale au voile extérieur par ici avec un cordon qui du coup sur pas mal de jantes peut se supprimer facilement et permettre de désolidariser le voile de la jante, et sur les jantes de 4L c'est soudé par points électriques sur les côtés, on les aperçoit ici et il y a même ici des détrompeurs, c'est des poinçons qui permettent d'éviter que la jante ne vienne bouger de sa position d'origine. Donc si jamais on voulait décaler ce centre de jante, il faudrait percer tous les points électriques, les centreurs également, et là on pourrait commencer à faire quelque chose. Mais là c'est beaucoup de travail, ça fait ensuite beaucoup de trous à reboucher, à retravailler, donc je vais me concentrer simplement sur le fait d'élargir la jante sur l'extérieur. Mais du coup en faisant ça, si on respecte le déport extérieur d'une jante Fergat en 5,5 pouces d'origine, on se retrouve du coup avec des jantes qui sont en fait en 5 pouces, parce que sur une jante Fergat en 5,5 pouces, la partie arrière de la jante est également élargie, mais c'est pas vraiment un élargissement, c'est donc la partie centrale qui est décalée à l'intérieur de la partie extérieure. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup je me simplifie la vie, je les élargis que via l'extérieur, donc elles feront pas 5,5 pouces mais 5 pouces de large. Et déjà c'est pas mal, ça fait un petit feuillard de 2,2 cm qui va venir se placer entre la partie qui est restée et la partie qu'on a séparée. Et du coup, ça devient une largeur tout à fait respectable et qui va permettre de monter des pneus bien larges de course qui vont accrocher au goudron. Et là, je vous vois venir, pas la peine de sauter sur son clavier pour me dire en commentaire que ça ne pourra pas marcher parce que j'ai pas respecté les épures et tout le tralala. Déjà, de 1, ça fonctionne du tonnerre, je peux vous le garantir. La voiture a tourné de folie au Classic Days à Manicourt, ça a été complètement incroyable. Et de 2, je suis au courant qu'il y a des positionnements de la jante à respecter par rapport au pivot de la direction, et tout ça pour avoir un réglage de châssis qui va être optimal pour faire du circuit. Mais comme toujours, la théorie c'est bien et dans la pratique c'est pas toujours évident à mettre en place, et en plus là dans la pratique ça fonctionne nickel. Donc c'est QFD. Donc pour faire un travail qui est propre, il n'y a pas forcément besoin de les nettoyer avant, mais une fois qu'elles sont coupées, on va pouvoir bien meuler cette partie là qui en général est bien rouillée sur les jantes. On décape bien également ces parties là et ensuite on viendra même faire un chanfrein sur toutes les pièces pour que la soudure Omig au gaz pénètre bien et que ça fasse des jantes solides au final et qu'on n'ait pas trop de travail de reprise à faire sur l'extérieur. Il y a pas mal de boulot, donc là je nettoie tout ça, je fais mes chanfreins et on se reprend au moment où il faudra pointer tout ça, parce que là pareil il y a un petit travail de précision à faire, faut prendre son temps.
Il y a 3 jantes qui sont prêtes. J'en ai présenté une sur la voiture pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Très honnêtement, le rendu est vraiment sympa. Ça fait vraiment comme une jante en 5,5 pouces de large. La seule différence, du coup, c'est que le voile intérieur est légèrement moins large. Mais bon, ça fonctionnera très bien comme ça. Et du coup, je me suis arrêté avant de faire la dernière jante. Je me suis bien cassé la tête pour faire ces jantes. Surtout sur la première, ça m'a pris pas mal de temps de comprendre comment ça fonctionnait. Et en plus, je pense que la jante de base était en fait plutôt voilée. Et donc, en élargissant la jante, je me suis retrouvé avec un truc complètement tordu dans tous les sens. Et après m'être bien cassé la tête et essayer des petites choses, eh ben, j'ai réussi à la rattraper droite. Donc ça, je suis très content. Et donc maintenant, eh bien, on va prendre la dernière jante et je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Première chose à faire, c'est déjà réaliser un feuillard. Alors ce qui est pas mal, c'est de prendre une tôle qui correspond à l'épaisseur des jantes. Les jantes de 4L en l'occurrence, elles sont en 2,5 mm d'épaisseur. Donc là, j'ai fait un feuillard de 3 mm. Faut pas plus épais parce qu'après ça devient très chiant à souder justement. Et donc ces feuillards, c'est pas moi qui les ai faits. On a été chez Paul qui a des outils pour les couper parfaitement parallèles. C'est là où ça va être très important pour que quand vous élargissiez votre jante, vous soyez sûr que ce soit bien droit. Et ensuite avec sa rouleuse, on a roulé les feuillards pour qu'ils se jointent parfaitement et qu'en plus ils aient le bon diamètre et la bonne longueur. Ce feuillard là en fait c'est comme un patron qui va nous servir à bien pointer tout le reste, aussi bien sur la partie extérieure de la jante qu'on a découpée et puis sur la partie avec le centre de la jante. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous fabriquiez un support comme celui-là. C'est un support qui du coup permet de mettre une jante. C'est simplement un moyeu de 4L. On a soudé le roulement sur un tube, bien repris sur un support rigide sur la table. Et après ici on a un support qui permet de venir mettre la meuleuse, régler la hauteur et puis couper parfaitement plat. Alors il y a plusieurs variantes de ça qui peuvent être faites en prenant le moyeu dans un tour, en maintenant la meuleuse bien droite. Mais avec ce système là, ça a permis d'avoir une coupe qui est quand même pas mal précise et plutôt fine. Et d'ailleurs l'épaisseur de la coupe, on l'a reportée sur le feuillard. C'est-à-dire que j'ai voulu élargir mes jantes de 2 cm et le feuillard fait donc 2,2 cm de large, ce qui permet de compenser ce qu'on a perdu en coupant à la meuleuse. Donc ce support il nous a servi pour la découpe et il nous servira aussi pour le pointage parce que ça permettra de vérifier que la jante n'est pas voilée et qu'elle tourne bien droit. Donc maintenant, on va déjà commencer par élargir la partie extérieure qu'on a coupée. C'est une étape où il faut prendre son temps, il faut être sûr que le feuillard soit bien placé tout le tour. On prend évidemment le poste à souder, les réglages du poste sont plutôt forts et le fil sort pas trop vite pour que ça fusionne bien avec la matière déjà présente. Et après la combine, ça va être surtout d'aligner les faces visibles, vu que les épaisseurs de tôle sont pas forcément tout à fait les mêmes. L'intérieur de la jante, là où il y a le pneu, on s'en fiche, que ce soit pas parfaitement aligné, mais à l'extérieur, là on va voir la jante, c'est pas mal que ce soit bien aligné, bien propre et qu'il n'y ait pas trop de finition compliquée à faire. Donc, moi je me sers d'une équerre aimantée qui permet en fait de bien plaquer le cercle de la jante sur cette équerre justement. Et après le feuillard, je le place bien aligné. Les premiers points de soudure sont toujours les plus compliqués. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de jour, vu qu'on a tout calibré pour que ce soit de la bonne largeur. Premier point de fait, donc c'est pas mal. Maintenant, on va pointer en fait tout le tour du cercle comme on vient de le faire. L'important là, c'est de ne pas faire trop de points pour que le cercle puisse travailler et épouser bien l'arrondi. On réaligne bien le tout. Si on veut jouer sur le feuillard, faut pas le tenir au ras de là où on va pointer, faut le prendre vraiment au bout. Et ça permet de l'ouvrir ou de le refermer un peu pour bien lui faire épouser le bord de la tôle. Ça commence à être pas mal. Et c'est à cette étape-là où c'est vraiment important que la jante ait été coupée parfaitement alignée, parce qu'avec la largeur du feuillard, vous ne pourrez pas lui faire épouser des vagues. Et donc plus c'est plat, plus ce sera facile à travailler. Sur la fin, évidemment, c'est là où il ne faut pas se rater. Le truc très important à la fin, c'est au niveau de la jonction du feuillard, c'est de bien pointer les deux coins en bas. Voilà, on a donc notre roue avec le feuillard qui est pointé. En général, les feuillards pas larges, quand on vient les rouler comme ça, ils ont tendance à être un tout petit peu coniques. Et donc pour pas s'embêter après à rentrer le morceau élargi sur la totalité de la jante, ce qui est pas mal, c'est de souder le cône face haute qui va venir s'emboîter parfaitement dans la jante. Parce que d'origine, c'est très ajusté. Et si le cône on le met dans l'autre sens, vous n'arriverez plus à rentrer votre voile élargie sur la jante. Maintenant, on va justement pouvoir prendre la jante.
Ce qui est pas mal, c'est d'avoir repéré dans quel sens était monté le voile, et en tout cas de faire ces 4 jantes symétriques. Moi je sais que je me suis repéré par rapport à ce goujon là pour monter le trou de la valve de gonflage. Là ce qu'on voit du coup, c'est que vu que c'est un peu conique, le voile est libre autour, mais ça permet de bien le caler. Et de toute façon, on va pouvoir vérifier avec un repère si la jante tourne rond dans cette configuration. Là on voit qu'il y a un léger rebond, mais ça c'est pas très grave, ça pourra se résoudre justement avant la soudure finale de la jante. Là ce qui va m'importer, c'est de pointer rapidement cette partie extérieure sur la jante totale, ce qui va me permettre déjà de faire la première soudure tout le tour de ce qu'on vient de pointer sans que ça se déforme trop. Là on va faire 4 points de soudure. Maintenant surtout on va pas souder la jante à l'horizontale parce que la goutte de la soudure a tendance quand même à goûter un peu, à couler, et donc on n'aura pas une répartition uniforme de la soudure sur le feuillard et sur la jante. Donc on la retire du support, on vient la poser dans un autre support à la verticale, et là on va venir pouvoir souder tout le feuillard sur le côté, sur la partie déjà extérieure, en faisant des cordons tout le long. Ce que je fais, c'est que je fais déjà un cordon de 5 cm d'un côté, et après je me décale de 90 degrés et je refais un autre cordon de 5 cm à cet endroit là. Ça permet de bien répartir la chaleur sur tout le tour et d'éviter au maximum que la jante se déforme. Et évidemment, avant de souder comme ça, après qu'on ait coupé les jantes, j'ai bien nettoyé, bien brossé toutes les peintures qui pouvaient rester pour avoir métal nu partout. Et surtout, j'ai fait un chanfrein à 45 degrés sur tous les éléments pour que la soudure elle pénètre bien en profondeur et qu'on se retrouve pas avec une soudure qui est juste superficielle et qui pourrait venir se briser. Parce que je le rappelle quand même, c'est des jantes, donc faut quand même être vigilant à ce qu'on fait et être précautionneux là-dessus. Ah oui, et puis évidemment, c'est con à dire, hein, mais c'est strictement interdit de faire ça sur sa voiture. Mais bon, c'est quand même vachement cool d'avoir des jantes larges, donc voilà, on s'en fout. Et après, une fois qu'on a fait un premier cordon aux 4 pôles de la jante, on peut faire un cordon direct sur tous les endroits où il en manque. D'où l'intérêt de bien nettoyer la peinture avant la soudure, parce que sinon évidemment ça la fait cramer et ça dégage des vapeurs bien toxiques, et ça pour le cancer c'est une super idée. Voilà, première étape de fait, le cordon est fait et je suis pas peu fier de ce cordon. Je trouve que quand même c'est pas mal comme résultat. Alors évidemment c'est très très chaud. Et niveau solidité, honnêtement, j'ai confiance dans ce que j'ai fait. Donc c'est parfait, c'est ce qui compte. Du coup maintenant il va y avoir une grosse phase où va falloir laisser refroidir la première soudure. Là on veut que la jante elle reste parfaitement alignée. En tout cas que le cerclage il se déforme pas. Donc on laisse dessus et normalement ça va bien prendre sa place. On va pouvoir dessouder ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a juste pointé. Si je fais ça, c'est pour accéder justement à la partie là inaccessible sur une jante et pouvoir bien fignoler le tout parce qu'il y a les petites soudures qui sont par endroits sorties. Donc voilà ce que je vous disais. Tout à l'heure, c'était bien lâche autour de la jante. Maintenant, ça tient parfaitement. Hop là! Et donc, ce qu'on va pouvoir nettoyer, c'est juste là. Et sur le tout, le truc important, c'est aussi d'aligner la surface du feuillard avec le bord de la jante. Il y a une petite marche qui se ressent très légèrement au doigt, donc on va bien lisser le tout. Là, on va s'occuper d'un petit détail, la jonction du feuillard qui est légèrement visible. Donc là, j'avais un disque à lamelles avec du papier 40. Maintenant, je passe à un disque à lamelles avec du papier 80. Maintenant, on a notre feuillard du coup qui est parfaitement ajusté ici, qui est très propre. On va pouvoir le remettre en place sur la jante comme on l'avait repéré tout à l'heure. Si ça a du mal à rentrer, on le sort. Et on vient pas frapper comme un bœuf sur le bord parce que ça se tord de peur. Donc on la retourne et de son propre poids, bien à plat, on vient taper. Là, elle s'est enfoncée uniformément tout le tour. Notre repère, la valve est bien en face du goujon. On va pouvoir replacer ça sur le support. Là, pour pas s'embêter, je vais visser la jante au support. Comme ça, au moins, je pourrai taper tranquillement sans que le voile central bouge. Et là, maintenant, je peux approcher mon repère et vérifier que ça tourne bien rond. Alors là,
on le remarque, c'est pas tout à fait rond. Je sais aussi que sur mon autre jante, la distance à l'intérieur, là où vient porter le pneu, est de 12,2 mm. Donc on va pouvoir se baser là-dessus pour régler la hauteur de notre jante, qui est pas trop mal. Ce qu'on va regarder surtout, c'est à l'endroit où elle est le plus bas, combien on a, pour bien vérifier qu'à cet endroit-là, il nous manque de la hauteur. En l'occurrence, il en manque un tout petit peu, et à l'endroit où c'est le plus haut, on est pas mal, franchement. Donc maintenant, vu qu'on est à 1 mm près, identique aux autres jantes en largeur, avec notre repère, on va pouvoir regarder l'endroit où la jante est le plus haut par rapport au repère. Ce qui est important de regarder, c'est pas forcément la partie extérieure de la jante, parce que il peut y avoir eu un coup un jour et cette partie peut s'être légèrement affaissée. La partie importante, c'est là où vient porter le pneu, pour être sûr que cette partie-là soit bien droite. Et donc on va regarder à l'intérieur ici. Ici, la partie la plus haute, elle est là, ici. Donc ce qu'on peut faire pour commencer, un point de soudure à l'endroit où c'est le plus haut. Maintenant que là c'est soudé à cet endroit là, on fait tout le tour et on va regarder. Ici c'est légèrement plus bas, donc quelques coups de marteau et on l'ajuste. Là on est très bien, donc je remets un point de soudure à cet endroit là. Là ça remonte de trop. Là, on peut relever très légèrement. Et donc là, on a une jante qui tourne parfaitement rond. Allez, à 1 mm près, on est bon. Je vous montre ça un petit peu plus précisément quand même. Donc voilà l'espace qu'on a. Et on voit que ça gigote très légèrement. Et c'est pas pire qu'une jante d'origine. L'avantage maintenant, c'est qu'on est sûr que la jante est pas voilée. Et le léger petit décalage qu'il peut y avoir, ça c'est des choses qui sont facilement détordables par la suite, une fois que tout sera soudé. Mais en l'occurrence, un léger rebond comme ça, il y a beaucoup de jantes qui peuvent en avoir. L'avantage, c'est que vu qu'on va monter l'intégralité de la 4L avec des jantes élargies comme ça, on va s'arranger évidemment pour que les jantes les moins voilées se trouvent sur le train avant. Et les jantes un peu plus voilées, on les mettra à l'arrière, elles suivront le mouvement et on les sortira pas du coup dans le volant. Donc maintenant que ça c'est pointé, comme ça à l'arrache, on va refaire un petit tour de pointage rapidement. On peut maintenant la desserrer, on la met sur le portique et là on passe à la soudure intégrale comme on a pu faire sur le voile extérieur et après la jante elle sera soudée. Les 4 jantes sont faites. Je viens de vérifier celles qu'on vient de souder ensemble. Alors évidemment, il y a un léger mouvement et donc ça normalement on devrait pouvoir le résoudre en détordant la jante comme on pourrait le faire sur n'importe quelle autre jante. Donc voilà, les jantes sont prêtes globalement. On va quand même pouvoir faire un dernier petit travail dessus, c'est limer toutes les petites bouloches qui peuvent dépasser sur les soudures. Évidemment, je suis pas un pro de la soudure, donc mes cordons sont pas parfaits tout le long. Donc je vais nettoyer ça pour éviter qu'il y ait des choses qui se décrochent ou que ça abîme le pneu tout simplement. Mais sinon, elles sont pas mal. Après, pour ce qui est de l'équilibrage, j'ai fait des cordons qui sont plutôt réguliers, donc je m'inquiète pas trop. Et de toute façon, elles vont être équilibrées chez un monteur de pneus, donc il y aura des plombs sur la jante. Et puis je verrai assez rapidement si mon travail est bien fait. Mais normalement, il n'y a pas de raison, ça va être impeccable. Et je suis très content dans tous les cas du rendu que ça a. Donc c'est parfait. Maintenant que les jantes sont finies, j'ai ressorti le demi-arceau moteur de la 4L et comme maintenant j'ai le poste à souder avec le gaz, et bien je peux renforcer mon arceau au niveau des ancrages d'amortisseurs. Donc j'avais fait les petites pattes et là j'ai déjà commencé à en souder une de ce côté là. Donc l'idée c'est de faire une tôle qui vient venir renforcer le tout avec de l'espace de chaque côté et tout le tour pour bien souder. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est soudé. Il n'y a pas de zone sensible et tout est bien renforcé, donc ça normalement ça devrait pas bouger.
La soudure de l'arceau est faite, ça y est, et j'ai regardé rapidement sur la liste de toutes les choses qu'il y avait à faire. Et ben honnêtement, on est en bonne voie d'avoir presque terminé toutes les modifs. Il va évidemment rester tout le remontage de la 4L, ça c'est une grosse partie, mais je vais bientôt être passé partout. Il va aussi rester évidemment une petite modif au niveau des carburateurs sur le moteur, mais ça on va en reparler évidemment. Mais voilà, pour l'instant je suis très content. L'arceau c'est fait, les jantes c'est fait, j'ai mis un coup d'anti-rouille, il n'y aura plus qu'à faire une belle peinture et après on pourra aller installer les pneus et puis remonter tout ça sur la voiture. Pour aujourd'hui moi je vais m'arrêter là, mais pour vous on continue tout de suite. Allez c'est parti. Il va être temps maintenant de commencer le remontage de la 4L. On va du coup attaquer par le moteur. J'ai récupéré également la boîte de vitesse, donc déjà on réaccouple tout ça, on change les 2 ou 3 dernières petites pièces sur le moteur et après on remonte enfin tout ça dans la 4L. Déjà, première chose à changer, c'est tout ce système là. Malheureusement il y a eu un petit accident avec la sonde de pression d'huile, du coup ça a cassé la connectique, donc je suis obligé de tout refaire et en plus ça s'était dévissé, du coup le téflon que j'avais mis n'a pas tenu comme il faut. On va desserrer tout ça et puis surtout on va nettoyer tout ça. Un coup de dégraissant pour pouvoir remettre du téflon neuf, donc ça on est pas mal. Ça du coup celle-ci elle est foutue et comme jusqu'à présent c'est des sondes pas chères du tout AliExpress, évidemment on trouve pas juste le boîtier à l'unité et de racheter un kit complet c'est une dizaine d'euros, donc je ne me suis pas embêté, j'ai racheté un kit complet, donc ça on va le remonter en lieu et place. Pour moi on est pas mal, on verra si ça fuit et si ça marche pas correctement je changerai de système, mais ça pourra se voir en second temps, c'est plutôt accessible. Maintenant on va récupérer les vis de la boîte de vitesse pour remonter tout ça. Hop. Cette boîte de vitesse je l'ai amenée chez Paul pour tarauder des filetages dans le cul de la boîte ici pour pouvoir monter le support de boîte. Bon c'est taraudé hein. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais quand même mettre un petit peu de graisse sur les mécanismes de la fourchette d'embrayage. Ça fera pas de mal. On en met bien là. Et surtout, on va en mettre ici sur les cannelures, que ça rentre bien dans la boîte. Ok. 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 Oh putain. Putain, ça y est. Oh putain. Wouh. Il manquait pas grand chose. C'est juste l'axe qui était pas centré, évidemment. Maintenant, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, j'avais pas serré les supports pour les laisser jouer au niveau de la boîte justement. Donc maintenant ça on peut le serrer. De ce côté-là également. Ok. Ça c'est tout serré. Maintenant, on va remettre le démarreur qu'on a également remplacé parce que il était en train de gripper. Ok. Ça on est bon. Il y a ça à remettre. Tac, j'en profite pour tout remettre d'un coup. On vise dans l'arbre à cam Made for Elle. Un arbre à cam neuf de Renault 5 LS. Une exclusivité Made for Elle. Tac. Et je crois qu'on est pas mal là. Il manquera les collecteurs, mais ça on verra une fois que le moteur est dedans. Ça sera bien plus facile. Là, je regarde s'il me reste rien à remonter. Bon, et ben maintenant, le moteur est prêt. Donc on n'a plus qu'à le mettre dans la voiture. Du coup, il n'y a plus qu'à soulever le moteur et le rentrer dedans. C'est parti. Avant de remettre le moteur, je vais replacer les cales de Reos Moteur Made for Elle. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est des cales qui viennent se placer entre le châssis et le support moteur. D'origine chez Renault, c'était monté sur les Renault 4 Simpar avec donc 4 roues motrices. Ça permettait de rehausser le moteur pour avoir un peu plus de garde au sol et protéger le carter. Mais ces cales-là, elles ont un autre avantage qui est à mon sens bien plus intéressant. C'est qu'elles permettent lors du montage d'un gros carburateur avec les collecteurs d'admission coulés qui sont plus massifs, et bien ça permet que le moteur ne vienne pas entrer en contact
contact avec la colonne de direction. Et dans mon cas, avec le montage des collecteurs 4 en 1, c'est pareil, c'est plus volumineux et ça vient bien souvent taper la colonne de direction. Donc ces cales-là permettent de venir rehausser le moteur de 8 mm et en général, ça résout tous les problèmes de contact. Dans mon cas, je vais même tricher un petit peu parce que je ne vais en monter qu'une seule. En montant les deux cales avec mon montage, j'ai mon collecteur d'échappement qui touche toujours la colonne. Et pour pallier à ça, je vais monter une seule cale. Du côté des collecteurs d'admission, ça permettra de rehausser le moteur uniquement de ce côté-là, de lui faire prendre un tout petit peu d'angle et donc de le décaler au maximum de la colonne de direction. Là où si j'en mettais une aussi de l'autre côté, le moteur, plutôt que d'être légèrement penché comme ça, il se redresserait, donc il serait forcément un peu plus haut, mais en se redressant évidemment, il se rapproche un petit peu de la colonne. Donc je triche. Je n'en mets qu'une seule et normalement avec ça je n'aurai plus de problème de contact parce qu'on le voit juste là, la colonne est bien marquée, bien tapée. Et après je peux pas vraiment vous dire si avant la course ça touchait ou pas. Dans mes souvenirs il y avait vraiment quelques petits millimètres, mais avec tous les mouvements que le moteur a eu pendant la course et notamment tous les supports moteurs qui se sont arrachés, ça a fini par se poser sur la colonne. C'est vraiment pas terrible, donc je vais essayer de l'éloigner au maximum de tout ça, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc la cale elle va venir se glisser par le haut juste là. Cette cale là on va la glisser une fois que le moteur est emmanché déjà. Et cette portée là arrondie permet que la partie conique du cylinder block vienne bien se placer dedans pour pas que le moteur puisse bouger. Le moteur est en place, c'est bon. J'ai quand même un peu galéré parce que les cylinder blocks de chez Véhicules Anciens en Shore 80 qu'on a installé dans la précédente vidéo, eh ben, sont vraiment rigides. Et du coup, pour les faire jouer un petit peu pour qu'ils rentrent bien dans leur emplacement, c'est pas facile. Mais j'ai bien monté ma cale du bon côté. Visuellement, le moteur paraît incliné de quelques petits degrés, donc c'est parfait. Maintenant, il va falloir s'attaquer évidemment au support de boîte à l'avant, puisque dans la vidéo précédente, j'ai coupé le système que j'avais fait précédemment, qui n'a pas du tout été concluant pendant la course. Le montage n'était pas assez rigide, donc j'ai commandé un système qu'on a déjà installé sur la chaîne. Et ce système a la particularité de pouvoir monter 2 cylinder blocks de nez de boîte à la place d'un seul. Les cylinder blocks viennent se passer à droite et à gauche de la boîte et plus comme d'origine sur le nez de la boîte. Ça permet aussi de bien rigidifier tout le montage. Et en plus dans mon cas, on va installer 2 cylinder blocks Shore 80 de chez Véhicules Anciens, le nouveau partenaire de cette saison sur le proto. Un grand merci à eux de m'avoir envoyé tout ça. Le moteur avec tout ça ne devrait plus bouger. Il va bien être solidaire de la voiture. Et j'ai quand même quelques petites réserves à vous donner. Ça va être un montage presque rigide. Vous allez ressentir toutes les vibrations de la boîte, du moteur dans l'habitacle, dans la caisse. Et c'est pas con de renforcer les petits éléments à droite à gauche du châssis. Dans mon cas, il n'y aura aucun problème. Il y a un arceau 10 points sur la 4L. Toute la bagnole a été révisée, revue, renforcée de partout. Donc ça tiendra. Mais les supports moteurs, ils sont vraiment raides. Mais voilà, là tout de suite, on va pouvoir installer le support de boîte avec 2 supports moteurs qui va venir se placer comme ça. Voilà. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a une vidéo sur la chaîne que j'ai faite il y a 1 an ou 2 sur le montage de ce kit complet pour monter une boîte 5 vitesses dans ma 4L Daily. Donc voilà, là je vais rapidement passer sur le montage. En plus je vais faire quelques adaptations parce que sur le dessus on a des trous et des fixations qui permettent de monter le radiateur à l'avant dans la 4L. Dans mon cas, le radiateur est dans le coffre, donc on s'en fiche, on va simplifier la vie. Je monte tout ça en timelapse et on se retrouve une fois que c'est bien installé. Le moteur est tout installé, c'est bon, j'ai resserré tous les cylinder blocks, y compris les cylinder blocks moteurs. Le support de boîte renforcé comme prévu, bah il s'installe parfaitement. J'ai donc coupé la patte qui vient tenir le radiateur pour faire de la place. Et maintenant, bah, quand on essaye de le bouger, les cylinder blocks ne bougent pas du tout. Ça veut dire que ça tiendra correctement. Je vais continuer donc dans cette lancée, je vais réassembler tout le train avant. Je pense qu'il n'y a plus de contre-indication à remonter ça. Et ça fera des choses en moins à faire au moment où il faudra redémarrer la voiture. On pourra aller rouler directement. Le
remontage de la 4L avance très bien et j'aimerais vous faire un petit point sur des pièces que je suis en train d'installer sur le train avant de la 4L. C'est une nouvelle référence de chez Made for L, c'est des cales de carrossage négatif pour le train avant. Sur la 4L d'origine, il y a très peu de réglages qui sont possibles et dans certaines configurations du train avant, les roues ne sont pas du tout comme il faut. Ça m'arrive sur ma 4L Daily notamment. Ici c'est l'extérieur du pneu et on voit qu'il est complètement bouffé, on est déjà au témoin alors qu'à l'intérieur il reste encore pas mal de matière. C'est un peu dommage, les pneus du coup s'usent vachement plus vite. Alors cette usure elle se traduit déjà par un mauvais réglage du train du coup sur la 4L, mais aussi parce que dans mon cas j'attaque pas mal en virage et donc les pneus à l'extérieur sont pas mal sollicités. Et du coup d'où l'intérêt de ces cales qui vont permettre de venir déporter de quelques millimètres l'intégralité du support qui tient le triangle supérieur et le triangle inférieur. Du coup ça décale le bas et ça va donner un petit peu de carrossage négatif à la roue. En plus sur une 4L comme c'est très bien étudié, lorsque on va rehausser la suspension comme c'est le cas lorsqu'on fait le 4L Trophy par exemple, eh bien le carrossage bouge énormément et du mauvais côté, donc en positif, les roues sortent sur le haut et donc ces cales là vont permettre de régler le train avant. Et c'est pour ça que ici vous en avez deux cales, elles sont toutes les deux en inox. Il y en a une de 1 mm repérée par la simple encoche ici et il y en a une de 2 mm d'épaisseur repérée par la double encoche ici. Le montage de ces cales, donc d'une épaisseur totale de 3 mm, va permettre d'enlever aux environs de 1 degré de carrossage. C'est ce qui se dit couramment dans le milieu de la 4L, mais on n'est jamais trop sûr qu'un châssis de 4L ce soit parfaitement symétrique à droite et à gauche, et donc avec ce jeu de deux cales, eh bien vous pouvez obtenir à peu près tous les réglages et régler votre train avant parfaitement symétrique entre l'avant droite et l'avant gauche. Alors après vous allez me dire que dans mon cas la 4L elle est pas rehaussée, on a donc pas vraiment ce problème de carrossage, mais pour faire du circuit c'est pas mal de régler le train avant avec pas mal de carrossage négatif pour que en virage lorsqu'on attaque bien, le pneu vienne bien se poser à plat et que du coup on n'ait pas ce problème d'usure excessive à l'extérieur du pneu. Donc voilà, je monte mes cales, pour l'instant je mets les 3 mm d'un coup, mais évidemment il va y avoir un parallélisme global de la voiture et à ce moment là peut-être que je retirerai une cale à droite ou à gauche, on sait jamais, mais a priori j'en rajouterai plutôt pour augmenter encore ce carrossage négatif. Après j'ai mis quand même une petite réserve sur l'addition de trop de cales parce que mine de rien ça décale le pied de cette tourelle et donc ça éloigne le moyeu, ce qui peut faire à un moment donné que le cardan va devenir trop court. Mais entre nous j'ai quelques doutes là-dessus, il y a quand même de la marge, c'est pas 3 petits millimètres qui se répercutent sur quelques millimètres au centre du moyeu qui vont faire la différence. Mais après il y a aussi le problème de la barre de torsion qui est bien dans l'axe emmanchée dans le bras, et donc si on vient trop décaler ce support, et ben la barre de torsion va peut-être travailler un petit peu de biais. Ça voilà, c'est des précautions qu'il faut prendre, mais très honnêtement je pense que c'est pas très gênant et je ferai de toute façon quelques essais de mon côté, voir si on peut mettre bien plus que 3 mm de chaque côté. Mais déjà on va commencer par ça et vous allez voir ça se monte plutôt facilement. Donc pour monter ces cales, il va simplement falloir dévisser les deux vis qui sont sur le longeron bas et dévisser les deux vis qui sont sur le longeron haut, histoire de faire un petit peu de place. En haut, on les desserre très peu et en bas, va falloir quand même les desserrer un petit peu plus. Maintenant on prend les cales, il suffit de tirer le train comme ça pour l'écarter. On fait attention parce que sur cette partie là les deux trous ne sont pas à la même hauteur. Techniquement le boulon le plus bas est sur l'avant du train. Donc on met ça, on les glisse par le haut, comme ça même si ça vient se desserrer ça ne tombe pas. On vérifie qu'elles soient bien au fond de leur emplacement. Maintenant on va pouvoir venir resserrer tout ça. Voilà, c'est pas compliqué à installer et ça permet de régler un peu mieux son train avant de 4L si on l'a rehaussé ou si on a une conduite vraiment sportive. Donc je vous laisse en description le lien de la page produit, vous pouvez retrouver tout ça. C'est vendu pour le moment en kit. Donc vous avez deux plaquettes de 2 mm et deux plaquettes de 1 mm. Comme ça vous pouvez mettre 3 mm de chaque côté ou ajuster le réglage et peut-être mettre 3 mm d'un côté et 2 mm de l'autre. Voilà, sur ce on continue, j'ai pas fini encore. Je remonte toute la partie du train avant droit et puis après je vais avoir aussi les niveaux d'huile à faire parce que pour l'instant il n'y a pas d'huile dans le moteur ni dans la boîte, donc il y a du boulot, on continue.
Bon, il est temps de rebrancher les faisceaux. Donc ça, on repasse ça proprement. Ça va au démarreur. Ok. Donc ça va se brancher au plus. Ça va se brancher au moins. Alors 1, 3, 4, 2. Ça c'est 1, 3, 4 et 2. Ça on peut le remettre là. Après, de ce côté-là, il y a le fil qui est là. Tac. Ça on est pas mal, ça c'est l'essence, mais ça on s'en occupera après. Le starter, pareil, on s'en occupera plus tard. Ça c'est l'embrayage, il faut qu'on s'en occupe évidemment. Hop. Ok. La partie avant avance pas mal finalement. J'ai déjà commencé à passer une première couche de peinture sur la traverse avant qui va venir se boulonner ici en bout de longeron. C'est une modification qu'on a fait dans la première vidéo de cette nouvelle saison. Et maintenant, on va s'occuper de quelque chose que je trouve très moche sur la 4L. C'est, attention, suspense, les feux arrière de remorque. C'est des feux qui ont dû être installés à l'arrache juste avant la course parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le règlement. Et du coup, on a pu trouver que des feux de remorque bien laids. Et en plus, tous les branchements ont été faits à l'arrache. Donc là, je vais les virer dans un premier temps et reconstruire le faisceau qui, a priori, a été un petit peu charcuté dans tous les sens. Mais justement, on va voir ça tout de suite. Ça va être la surprise. Alors déjà, on va ouvrir les cabochons. Derrière, normalement, il y a une vis. Waouh! Vu comment le scotch est sec, ça a dû chauffer sévère là-dedans. On a trop freiné, je pense. Tac. Ça, on est bon. Un feu de moins. Le dernier feu. Ah, on va retrouver une vraie 4L. On va faire une dernière petite touche de finition. Il est temps de repasser sur le train arrière. Je dois remonter mes tirants sur mesure du train arrière. Et j'espère que vous comprenez toujours ce qui se passe sur la 4L. Je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens. Mais c'est un peu le principe de la remise en route. C'est-à-dire qu'il y a des choses à voir partout, des petits détails. Et donc je switch à droite à gauche, histoire de pas me lasser et de pas en avoir marre. Donc voilà, je fais au mieux pour que ce soit sympa pour vous. On remonte les tirants et tout ce qui pourrait manquer sur le train arrière. Et puis déjà, ce sera pas mal. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis très content, ça avance vachement bien et elle va être prête pour aller rouler à Manicourt au Classic Days. J'ai vraiment hâte, il reste évidemment encore un petit peu de travail. Il y a aussi eu 2-3 petites couilles avec le poste à souder, donc j'ai pas tout à fait fini de souder l'arceau et de réparer l'échappement aussi. Bon, c'est comme ça. Avant de vous quitter, on va quand même faire tourner le moteur. Normalement, j'ai rebranché tout comme il faut pour que ça tourne. Ça va pas démarrer puisqu'il n'y a pas l'échappement ni le carburateur, mais déjà, on va pouvoir faire monter en pression le moteur et ça, ce serait une bonne chose
chose pour la suite. Voilà. Mais avant de démarrer, je tiens évidemment à remercier tous les sponsors de la 4L Proto pour cette nouvelle saison. Évidemment, Retro Car Concept qui continue à me suivre sur ce projet avec leur allumeur électronique 1, 2, 3 Ignition programmable par Bluetooth. C'est un petit bijou. La 4L tourne comme une horloge. Je remercie aussi le nouveau sponsor Véhicule Ancien qui m'a fourni tous les cylindres blocs Shore 80 hyper raides. Ça va être magnifique. Et puis évidemment, je remercie DECL Concept avec leur marque Pro Limit qui a fourni un kit gros frein pour la 4L. C'est des disques rainurés percés avec des plaquettes Ferro do Racing et des Durit Aviation. C'est magnifique sur une 4L. Ça fait vraiment la différence. Et là, j'attends sous quelques jours des ventilateurs de leur marque Pro Limit également qu'on va pouvoir installer dans le coffre à la place des ventilateurs actuels qui pompent un petit peu trop et qui font presque caler la voiture. Donc on va se calmer et on va monter des choses qui sont un peu plus adaptées à une 4L. Mais voilà, je remercie aussi Workshop Tôle-et-Bois qui me fournit le gaz et le fil pour la soudure. Et puis évidemment, merci à Made4L, ma marque de pièces performance pour les Renault 4 et dérivés, mais aussi R5, R6 et toutes les motorisations Cléon. Il y a pas mal de choses qui s'adaptent finalement sur les moteurs Renault. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller en description, vous aurez tous les liens importants, notamment des cales de carrossage qu'on a installées aujourd'hui, mais aussi de l'arbre à cam de Renault 5LS 9, exclusivité de Made4L, une refabrication conforme aux spécifications d'époque. Et puis si vous le souhaitez, il reste aussi quelques t-shirts de la Made4L Racing Team que j'avais sorti à l'occasion de la course des 24 heures 4L avec le proto. Voilà, si vous voulez vous équiper, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a tout qui est en description. Et encore un grand merci à tous les partenaires qui me suivent sur ce projet, ça fait très plaisir. Bon, c'est pas tout, mais il serait peut-être temps de voir si j'ai bien rebranché tous les fils. Allez! Petit update, j'étais en train d'essayer de démarrer la 4L, en tout cas faire tourner le moteur, et il s'avère que le démarreur que j'ai monté ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans qu'il est stocké au sec, mais a priori il s'est oxydé, donc il est collé, et du coup j'ai ressorti l'ancien, que j'avais révisé rapidement au moment de le démonter. J'arrivais pas à savoir s'il fonctionnait ou pas, et là j'ai réussi à le faire fonctionner, il marche tout à fait bien. Donc je suis en train de redémonter le démarreur, et je vais remettre celui qui y était, que j'ai révisé, enfin bon voilà. Heureusement que c'est accessible encore, la 4L Proto c'est hyper facile de tout faire, il n'y a pas de joudel, là en plus il n'y a pas les collecteurs, donc c'est un vrai bonheur. Donc je change ça et normalement ça va démarrer. Là où je suis rassuré, c'est que le démarreur a tourné avec la batterie que je viens d'installer, donc déjà ça élimine une cause de problème. Là normalement je mets le contact et ça va tourner impeccable. Putain! Yes! Et bah la panne est trouvée, l'huile est amorcée, le voyant s'est éteint. Ça y est, là je peux m'arrêter pour ce soir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri, salut!